Hello! Aujourd'hui, je vous embarque avec moi dans une nouvelle vidéo pour vous montrer les coulisses de la création d'une vidéo YouTube ou Instagram. Dans une prochaine vidéo, je vais vraiment être focus sur comment devenir influenceur ou créateur de contenu UGC par exemple, les petits tips, etc. à avoir. Aujourd'hui, c'est vraiment pour vous montrer les coulisses. Qu'est-ce qui se passe derrière la création de contenu, parce que avant de vous lancer, je pense que c'est important de savoir dans quoi vous vous embarquez, parce que ça peut sembler facile, il y en a plein qui dénigrent un petit peu le travail, je pense, des influenceurs ou des créateurs de contenu en disant que c'est pas grand chose, mais quand même derrière il y a pas mal de travail, que ce soit de la réflexion, du montage, enfin vous allez le voir dans cette vidéo, je vous montre tout. Déjà, l'une des choses importantes qu'il faut avoir, ce sont les idées. Comment je trouve les idées, les thèmes, etc., que ce soit pour mes Reels ou pour mes vidéos YouTube. Franchement, personnellement, je m'inspire de mon quotidien. Je suis sur un contenu qui est lifestyle. Et du coup, c'est vraiment ma vie au quotidien. Vous l'avez vu, quand je déménage, je vous fais une vidéo sur mes déménagements. Je m'inspire aussi beaucoup des conversations que je peux avoir, par exemple, avec ma sœur. Vous aussi, forcément, vous m'inspirez. Des fois, vous me dites en commentaire, tiens, ça serait bien que tu parles plus de ceci ou plus de cela. Ça fait combien de temps? Ça fait 15 ans que je suis sur YouTube, que je poste des vidéos plus ou moins régulièrement, donc forcément il faut toujours avoir de nouvelles idées. Ce que je peux faire aussi de temps en temps, c'est aller voir les chaînes des comptes qui me ressemblent, je pense au Bonheur de Camille, et donc je regarde un petit peu ce qu'elles font pour m'en inspirer. J'essaie de pas trop le faire non plus, parce que je sais que inconsciemment, quand tu regardes quelque chose, même si tu veux pas faire pareil, inconsciemment, tu peux faire un peu pareil. Donc j'essaie de pas le faire trop souvent, de regarder d'autres chaînes, mais des fois, voilà, c'est un peu une petite analyse de la concurrence, voir ce que font les autres pour m'inspirer et avoir de nouvelles idées. Et sinon, j'avoue que ChatGPT est devenu mon meilleur ami. Alors on parle intelligence artificielle, on arrête de réfléchir. Non, il faut quand même bien le guider, il faut quand même bien le maîtriser pour pouvoir aller là où on a envie. Si je lui demande donne-moi 5 idées de vidéos à poster, franchement, généralement, il n'est pas forcément dans le bon. Il faut vraiment le guider sur des sujets particuliers ou sur une envie particulière pour pouvoir avoir des bonnes idées. Par exemple, ça me fait penser à la vidéo sur le minimalisme que je vous ai fait. C'est une vidéo que ChatGPT m'avait conseillée et c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu. Donc voilà, ça fait plaisir. Il sait aussi les choses qui peuvent être tendances, donc ça aide quand même pas mal. Et alors, une fois qu'on a l'idée, comment ça se passe? Des fois, il y a un script, des fois, il n'y en a pas. Quand il n'y en a pas, c'est généralement quand c'est des vlogs. Et donc, du coup, je prends des vidéos un petit peu dans toute la semaine et après, j'en fais une vidéo. Donc là, j'ai pas vraiment de script, c'est un peu feeling. Mais sinon, généralement, j'ai un script pour cette vidéo, par exemple. J'ai un script. Ça m'aide à me cadrer, à ne pas divaguer, aller un peu à droite, à gauche et surtout ne pas oublier des choses importantes que je voudrais vous dire. Et d'ailleurs, en parlant de brief et donc de collaboration, je pense que c'est un point qui est important à aborder pour que vous puissiez un petit peu mieux comprendre. Parce que je sais pas comment vous imaginez vraiment comment ça se passe une collaboration, mais je pense que quand je vais vous détailler, vous allez comprendre pourquoi pourquoi c'est un vrai métier tout simplement. Et vous me direz en commentaire si vous êtes surpris ou peut-être pas du tout. Déjà au début de la collaboration, comment ça se passe? Soit la marque me contacte et me propose un projet, soit moi-même j'ai des affinités avec certaines marques et donc du coup mon agent les contacte pour leur demander s'il n'y aurait pas un projet qui pourrait m'intéresser dans les prochaines campagnes qu'ils ont en cours. Et donc comment ça fonctionne? Déjà, première étape, ça va être les premiers échanges, notamment la négociation du budget et négociation des livrables. Les livrables, c'est la création du contenu. Un livrable, ça va être un set de story, un placement en vidéo YouTube, voilà. Et après, il y a aussi tout ce qui est droit d'auteur, droit à l'image. Des fois, la marque demande de mettre de la publicité, par exemple, sur votre contenu. Et voilà, tout ça, c'est des choses qui entrent dans la négociation du budget et donc des livrables. Donc une fois que tout ceci a été négocié, s'ensuit la réception du produit, le test, l'analyse du brief. Des fois, le brief est envoyé pendant la négociation, des fois, il est envoyé après. En fonction de ce brief, personnellement, je crée une intention créative pour pouvoir l'envoyer à la marque et ensuite, je filme mes plans. Parce que si je filme des plans et qu'ils me disent « en fait, on n'aimerait pas trop partir sur cette direction », c'est une perte de temps monumentale. Donc je préfère envoyer une petite intention créative en amont et après je filme les plans, comme ça moi je suis sûre. Une intention créative, c'est un petit texte qui dit voilà dans quelle direction j'aimerais partir, voici comment ça va être présenté et voilà. Après la prise des plans, on a la preview, donc c'est un montage V1, c'est la première version du montage qu'on envoie à la marque. Donc ça vaut pour les stories, les reels, les vidéos YouTube, pour tous les contenus, même pour les posts. Généralement, les marques demandent des previews, c'est-à-dire elles veulent juste voir ton contenu avant que tu le postes, parce que
Simplement, le produit peut être mal utilisé, la marque peut être mal prononcée, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle une petite anecdote avec ma collaboration avec Nutri. Au début, je disais Nu3, je sais pas pourquoi. Et ça prouve bien que voilà, quand j'ai envoyé ma story à Nutri, ils m'ont dit « Est-ce que tu pourrais la refaire en prononçant Nutri et pas Nu3 ?» Voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont quand même assez importantes dans une collaboration. Et enfin, si la version 1 est validée, on poste. Sinon, on fait une version 2, une version 3. Après, j'espère qu'il n'y en a pas trop non plus. Franchement, généralement, on est à max V2 avec des grosses marques, des gros groupes qui ont vraiment beaucoup de contraintes derrière juridiques, etc. Ça peut aller jusqu'à 3 versions d'un post, d'une story, etc. Parce qu'il y a des petites choses qui vont ne pas aller. Je pensais à une marque pour bébé que j'ai fait il y a pas longtemps et par exemple je disais grignoter et grignoter ça passait pas dans le wording donc voilà, il y a dû refaire, etc. C'est des petits détails des fois comme ça qui sont importants et qui font que on doit recommencer. Et enfin, le post. Après le post, c'est pas fini, parce qu'après le post, il faut envoyer les statistiques, c'est-à-dire combien de personnes ont vu ta publication, combien de personnes ont cliqué sur ton lien. Ensuite, on envoie la facture, et ensuite, il y a le suivi de facture. Généralement, les factures, elles sont payées en fin de mois plus 45 jours. Donc, on n'est pas payé dès qu'on a publié, on a généralement le paiement un bon mois, 2 mois après avoir posté. Et il faut toujours faire un suivi, parce que c'est très rare que les délais soient respectés. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que des fois, il y a plusieurs mois presque entre le début des premiers échanges et la fin d'une collaboration, sachant que là, c'est vraiment sur un schéma classique. Des fois, on fait des visios pour pouvoir discuter avec la marque. Il peut y avoir des petites variantes. Donc je vous ai parlé d'un brief. Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est un brief? Je sais pas. Donc je vais vous expliquer un peu ça. C'est en fait un document PDF généralement qui est envoyé par la marque ou par l'agence pour qu'on puisse avoir toutes les informations nécessaires afin de créer un contenu de qualité et surtout pour être vraiment en adéquation l'un et l'autre. Donc comment ça se compose? Généralement, on a d'abord une petite présentation de la marque si jamais, ou alors en tout cas du produit. Donc parfois on est vraiment 100% libre de faire absolument ce qu'on a envie. Parfois on est un petit peu guidé sur une certaine ligne. Par exemple là, il va y avoir le printemps, donc ils vont nous expliquer, voilà, tu veux faire attention à ta peau, explique de quelle manière, machin, etc. Voilà. Et parfois, ça arrive aussi que la marque te demande quelque chose de très précis. Et là encore, c'est assez souvent avec les gros groupes, vraiment du Yoplait, des gros groupes comme ça. Ils ont vraiment besoin de rentrer dans des cases. Donc eux, ils vont vraiment te dire presque un scénario que tu peux adapter à ta manière. En tout cas, moi, je n'accepte pas un scénario qui est absolument cadré mot pour mot. Mais voilà, des fois, c'est vraiment très cadré pour être sûr que tu partes pas un peu dans tous les sens. Généralement, dans un brief, tu as aussi le timing. C'est surtout pour les vidéos YouTube. Je sais que assez souvent, la marque demande, par exemple, que le placement de la collaboration soit dans les 3 premières minutes de la vidéo YouTube. Et ça, franchement, je suis tout le temps en train de le négocier parce que ça m'embête de devoir le placer dans les 3 premières minutes parce que ça s'y prête pas toujours et en plus je trouve que c'est nul parce que franchement c'est pas là où c'est le plus impactant. Il y a aussi le temps du placement, ça se fait pas trop sur les Reels ou les stories, mais en tout cas sur YouTube, généralement c'est négocié entre 45 secondes, 1 minute 30, des fois les marques demandent plus, genre 3 minutes, mais franchement j'accepte jamais un placement de 3 minutes, c'est juste trop. 45 secondes, je pense que c'est déjà pas mal, franchement parler pendant 45 secondes, on peut dire beaucoup de choses. Ce qu'on a aussi dans un brief, c'est toujours les do et don't, c'est-à-dire ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. Par exemple, avoir un cadre lumineux, parler de la marque de telle manière, et dans les don't, ça va plutôt être éviter de dire ceci, par exemple, comme je disais tout à l'heure, éviter de dire grignoter, éviter de dire, voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être soit subtiles, soit un peu plus, par exemple, pas de haut sexy, ou je sais que assez souvent, vous voyez, j'ai toujours du vernis nude sur les mains, parce que beaucoup de marques, en tout cas les marques avec lesquelles je collabore, ne souhaitent pas avoir quelque chose un peu trop voyant, trop criard. Il faut quand même que le message reste assez focus, et si je suis là avec des ongles de 3 mètres de long et du rose, des fois avec certaines marques ça ne passe pas. Donc voilà, je pense que c'est aussi une des raisons qui fait que c'est important de choisir bien ses collaborations, que ce soit les marques envers les influenceurs et les influenceurs envers les marques. Si j'étais quelqu'un de hyper extravagante et qu'une marque me dise je veux que tu aies les ongles courts et manucurés de façon telle, je pense que ça me frustrerait. Là, franchement, les marques avec lesquelles je collabore, on est quand même assez raccord. J'ai un univers assez épuré, j'ai les ongles bien faits, un maquillage pas trop extravagant, donc ça matche bien.
Et enfin, généralement, dans un brief, on a l'offre, c'est-à-dire l'offre que je dois vous annoncer et les liens qui sont traqués, c'est-à-dire que, en fait, à chaque fois que vous allez cliquer sur un lien qui est lié à une collaboration, la marque va le voir. En fait, elle voit d'où la personne a cliqué et donc elle va voir que ça vient de mon contenu et pas de juste Google. Donc voilà, là je crois que vous avez tout sur ce qui est de la collaboration. C'est vrai que parfois c'est pas facile d'intégrer la collaboration. Alors comme je vous l'ai dit, j'essaie toujours d'avoir quelque chose qui se marie très bien avec mon univers, donc j'y arrive quand même assez souvent. Des fois d'ailleurs, une collaboration peut me donner une idée de contenu et j'essaie, alors en fait pendant longtemps, j'essayais de mettre du storytelling dans mes collaborations. C'est-à-dire que la collaboration matche parfaitement avec le thème de la vidéo parce que je trouve ça cohérent. Mais de plus en plus, je sais que d'autres influenceurs ne font pas du tout comme ça et vont l'annoncer genre d'ailleurs, rien à voir, mais cette vidéo est sponsorisée par telle marque, etc. Voilà, ça dure 45 secondes. Vous savez que pendant ces 45 secondes, c'est de la pub et après, hop, ça passe à autre chose. Au début, ça me dérangeait, aujourd'hui de moins en moins. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ce genre de placement vous dérange ou si pas du tout. Voilà, la dernière fois, c'est pareil, j'ai vu quelqu'un qui commence tout de suite sa vidéo. Aujourd'hui, on va parler de telle ou telle chose. Mais d'abord, la vidéo est sponsorisée par machin. Et après, hop, on passe à la vidéo. J'arrive toujours pas à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas, si j'ai envie de faire ça ou pas. Je sais pas. Moi, j'aime bien quand même quand ça reste dans le cadre de la vidéo. Je sais pas. J'ai déjà eu des commentaires comme ça qui me disaient on dirait que tu fais la vidéo que parce qu'il y a eu la sponsorisation. En fait, vous pensez que j'ai tourné toute cette vidéo parce qu'il y avait cette collaboration. Non. Si je tourne la vidéo, c'est parce que tout ne tourne pas autour de la collaboration, juste la collaboration s'intègre bien dans la vidéo. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis un peu partagée, je sais pas trop quoi faire encore. Mais de plus en plus, je pense que l'intégrer de façon pop-up, c'est peut-être pas plus mal. Je sais pas, dites-moi. Maintenant, parlons du tournage de la vidéo et notamment de mon matériel, parce que je filme pas à l'iPhone, bien que de gros youtubeurs filment à l'iPhone, mais moi non, je fais ça avec ma caméra. Donc j'ai ma caméra qui est une Canon EOS R qui me sert aussi d'appareil photo, avec un écran Canon 35 mm 1.4. J'ai aussi donc mon micro qui est un petit micro Sony. Et enfin, j'ai mon trépied. C'est tout, je n'ai pas de ring light, je préfère vraiment, mais à 1000%, filmer à la lumière du jour. J'avoue qu'avoir une bonne caméra, ça aide beaucoup pour pouvoir monter un petit peu les ISO et de pouvoir avoir quelque chose de qualité qui reste lumineux. Une question qui revient souvent, c'est comment je me filme seule. J'avoue, c'est assez drôle de voir quelqu'un se filmer seul parce que en fait, on n'imagine pas, on a l'impression que c'est hyper fluide dans la vidéo, mais il y a tellement de cuts, de rush. Donc voilà, simplement, je mets ma caméra sur mon trépied, je prends, je pose, je fais, je regarde si ça fonctionne, si ça va pas, je reprends. Et voilà, je bouge à chaque fois ma caméra et en fait, j'ai vraiment toujours mon montage en tête. Et c'est vrai que j'ai déjà essayé de filmer avec quelqu'un et en fait, j'y arrive pas parce que quand je filme quelque chose, j'ai déjà le montage dans ma tête, je vois déjà comment on va rendre le plan. Et si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ben, je suis pas sûre du truc. Donc vraiment, je crois que je continuerai toujours à filmer toute seule parce que c'est un gain de temps même après pour pouvoir faire le montage. Et donc d'ailleurs, en parlant de montage, personnellement, je fais toujours mes montages sur Final Cut Pro. C'est un des logiciels qui est le moins cher sur le marché. Dans les logiciels de montage pro, il y a Adobe Premiere qui est un cran au-dessus. Mais il faudrait que je fasse une formation dessus et franchement, un peu la flemme. Pour le moment, ça me va très bien sur Final Cut Pro. Et j'ai jamais fait de formation, j'ai juste fait par moi-même en essayant de bidouiller un petit peu à droite à gauche. C'est quand même assez intuitif, je trouve. Donc voilà. Et en fait, là c'est pareil. Je pense que vous imaginez pas, même une vidéo comme là où je vous parle, en fait il y a tellement de cuts parce que des fois je fais des choses comme ça que ça je vais cutter parce que sinon au fur et à mesure ça va vous saouler dans la vidéo, ou en tout cas moi ça me saoule. Donc je les retire. La vidéo, là, je crois que j'ai dû filmer presque 1 heure de vidéo. Là, on est sur le 3e plan, parce que j'ai bougé de place un petit peu, histoire d'avoir quelque chose d'un peu dynamique. Mais c'est le 3e plan que je filme d'à peu près 20 minutes, donc on va être pas loin sur 1 heure de rush, alors que je pense que vous aurez 20 minutes peut-être de vidéo. Donc voilà, c'est beaucoup de cuts. Beaucoup de coupage. Après, encore une fois,
beaucoup de cuts. Après, j'essaye de mettre des effets un peu de zoom, des zooms. Ensuite, dans mes vidéos, j'ajoute toujours aussi un filtre, ce qu'on appelle LUT, L-U-T. C'est un filtre que j'ai acheté, je crois, sur internet et que j'utilise maintenant depuis plusieurs années. Ça donne un effet un petit peu plus poudré, je dirais, je sais pas. Je vais vous montrer là, par exemple, sans filtre, et là, avec filtre. Comme ça, vous verrez la différence. Il n'y a pas une très grosse différence, mais ça donne un côté un petit peu plus harmonieux. Et enfin, la musique. Dans le type de vidéo que je suis en train de faire, il n'y a pas beaucoup de musique, mais dans des vidéos un petit peu plus vlog ou lifestyle, là, la musique est hyper importante. Il faut qu'elle soit libre de droit. Si une musique n'est pas libre de droit, le son de votre vidéo risque d'être coupé ou si votre vidéo est monétisée, tout l'argent ira à l'artiste. Donc le mieux, c'est que vous choisissiez une musique libre de droit et pour ça, il y a des sites internet qui vous proposent une multitude de playlists libres de droit. Moi, je fais ça avec Epidemic Sound qui sont super, je trouve. Franchement, je trouve des musiques que j'adore. Et voilà, je choisis par mood, par style. Si je suis sur quelque chose de plutôt joyeux, je vais aller sur ce style de musique. Si je suis sur une ambiance relaxing, spa, plutôt là-dessus. Et sur Epidemic Sound, je trouve aussi tout ce qui est effet, c'est-à-dire si j'ai pas enregistré le son de la douche, par exemple, je peux trouver un son de douche et comme ça, là on a un bon son de douche, des choses comme ça. Des fois, c'est plus pour les reels que je les utilise que pour les vidéos YouTube. Ou des fois, si je coupe un plan, ça va faire voilà une petite transition avec un petit chou comme ça. Donc c'est plein de petites astuces qui vont rendre la vidéo un peu plus dynamique et un petit peu plus sympa à regarder. Généralement un montage comme aujourd'hui, je vais vous dire et je vous marquerai exactement combien de temps j'ai pris, j'essaierai de me chronométrer pendant que j'aurai fait ce montage. Donc je pense que c'est tout pour le montage. Je vous ai montré, après je vais pas vous faire un cours de montage dans cette vidéo. Si vous voulez un cours de montage, dites-le moi en commentaire. Il faut que je survole un petit peu, sinon la vidéo va durer 10 ans. Et une fois que le montage est terminé, c'est pas terminé, parce que il faut faire tout ce qui est description ou caption sur Instagram, c'est-à-dire le petit texte qui va suivre le post ou le réel. Sur YouTube, il y a la miniature qui est assez importante. J'avoue que je fais des miniatures assez classiques, assez minimaliste, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est pour refléter aussi mon contenu. C'est vrai que je vais pas vous faire quelque chose de hyper criard avec du détourage, etc. Sachant que j'ai un contenu qui est quand même assez calme, assez posé. Donc voilà, j'ai des miniatures qui ressemblent. Je pense pas que ce soit les miniatures les plus impactantes. C'est pas celles qui font peut-être le plus de clics, mais en tout cas, ça me ressemble. Je travaille aussi donc la description qui est sous cette vidéo. Parfois, je mets des chapitres. Je vais peut-être d'ailleurs le faire sous cette vidéo. C'est-à-dire que si vous regardez la ligne qu'il y a sous la vidéo, vous avez différents chapitres pour pouvoir voir donc l'introduction, le montage, voilà. Toutes ces petites choses. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Ça dépend vraiment si la vidéo est construite de façon chapitrée comme ça. Mais voilà, ça vous permet d'aller directement là où vous le souhaitez ou si vous voulez revenir sur un point, hop, vous savez où aller. Ça m'arrive aussi des fois de faire des courtes vidéos pour Instagram. Je pense que je le ferai aussi pour cette vidéo. C'est-à-dire un petit teasing pour que je puisse ensuite le poster sur Instagram, pour que vous puissiez venir voir ma vidéo, tout simplement, vous donner envie de venir voir ma vidéo. Et après, d'ailleurs, quand elle est postée, je suis aussi dans les commentaires. Donc, si vous voulez m'envoyer un commentaire, s'il est posté dans l'heure qui suit, normalement, je suis là, je vous réponds. Faut savoir en fait que sur YouTube, il y a un algorithme comme sur Instagram. Il est un peu plus simple quand même. C'est-à-dire que quand je poste une vidéo, l'heure qui suit la publication de la vidéo est assez décisive. Parce que vous avez un vrai pouvoir en vrai sur mes vidéos. C'est-à-dire que si vous commentez ma vidéo, si vous regardez la vidéo aussi jusqu'au bout, YouTube il va se dire tiens, cette vidéo a l'air intéressante pour ses followers, donc viens, on va la partager à ses followers et même à d'autres personnes. Par contre, si vous commentez pas, si vous restez pas jusqu'à la fin, YouTube là va se dire la vidéo a pas l'air super intéressante, donc viens... on la laisse vivre sa vie et on fait pas trop de pub dessus, quoi. Donc voilà, vous avez vraiment un impact sur les vidéos. Évidemment, si je fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues. Je pense que si demain, j'ai plus de vues sur mes vidéos, j'arrêterai. Maintenant, j'attends pas non plus d'avoir 1 million, mais forcément, ça fait toujours plaisir quand je vois que ça plaît, tout simplement. Donc voilà, déjà, si vous avez atteint ce passage de la vidéo, c'est que vous faites partie des vrais. Et maintenant, il vous reste juste à me mettre un petit commentaire et là, on est au top du top. Normalement, la vidéo décolle. Mais voilà, en tout cas, je pense que là, vous avez toutes les informations. Comme je vous l'ai dit, je pense que je vais faire une prochaine vidéo qui sera vraiment dédiée sur comment débuter dans la création de contenu, que ce soit pour devenir influenceur ou simplement créateur UGC. Je vous réexpliquerai un petit peu tout ce que c'est. Voilà, je pense que si je mettais ça dans cette vidéo, ça allait vraiment faire une vidéo trop longue et trop brouillon. Donc voilà, maintenant vous savez ce que c'est que la création de contenu. Si c'est quelque chose qui vous intéresse,
il vous reste à regarder cette prochaine vidéo, donc abonnez-vous si vous voulez pas la rater. Voilà, d'ici là, je vous fais plein de bisous et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Ça, c'est la création de la miniature. Attends, je suis en train de me demander si j'ai mis le micro.